Oui, bonjour à toutes et tous à ce webinaire que nous organisons de manière régulière au niveau des comités de l'Ordre de Paris. Il s'agit du comité pour nous transformation d'entreprise. Et dans le cadre de notre communication, nous organisons 4 fois par an un webinaire sur une thématique particulière qui est animé par des confrères et des consoeurs. Non plus. Celui d'aujourd'hui, normalement, si vous n'êtes pas trompé, vous êtes bien connectés, et je vois que vous êtes très nombreux d'ailleurs, sur la thématique cession du fonds de commerce ou cession des titres. Une question qui se pose souvent quand on s'intéresse à la cession d'entreprise ou à l'acquisition pour des clients, sachant que nous promouvons au niveau de notre comité l'activité de transfert d'entreprise pour les confrères et consoeurs, quand nous pensons que nous devons être plus présents sur ce créneau d'activité où nous avons des compétences, un savoir-faire, et donc j'invite ceux qui ont des compétences et une expérience sur ce marché-là de nous rejoindre s'ils le souhaitent en nous contactant au niveau du Conseil régional de l'Ordre, car nos comités sont destinés à mettre en commun nos compétences, nos expériences au profit d'autres confrères et consoeurs. Et peut-être d'ailleurs ce matin également des stagiaires experts comptables qui je souhaite de réussir leur examen pour ceux qui le passent très bientôt. Alors ce matin, pour cette session, on peut peut-être cliquer après pour celui qui a la main, je crois que c'est Hervé. Donc, 3 consoeurs, confrères. Donc, Martine Guérin, voilà, qui est une de nos consoeurs franciliennes, bien entendu, et par ordre alphabétique, Hervé Belœuvre et Jacob Lévy. Donc, on va tenir sur cette thématique. Je rappelle simplement que vous avez à droite sur votre écran une mention chatter, C-H-A-T-E-R, et que donc il vous est possible, puisque vous êtes tous en mode écoute sans pouvoir intervenir, vous pouvez poser des questions. Elles sont gratuites, bien entendu, et vous pouvez abuser des questions, on les triera, on essaiera d'y répondre en cours de session. Merci beaucoup. Donc, je passe la parole tout de suite à Martine. Martine, à vous, Connect-G. Non, maintenant, ça a changé, c'est plus Connect-G, mais c'était avec vous. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter dans cette matinale le sommaire, c'est-à-dire les points que nous allons aborder dans le cadre de cette question cession de fonds ou achat de fonds ou acquisition ou cession de titres, selon où on se place. Et donc dans ce sommaire, on va avoir 4 parties. Il y a une première partie qui concerne la cession du fonds et la cession des titres, avec un rapide rappel sur les définitions et les différences entre ces 2 modes d'acquisition-cession. Ensuite, il y aura une deuxième partie sur la préparation de l'opération, où on abordera l'audit d'acquisition, l'évaluation, la fiscalité et les actes juridiques à rédiger. Il y aura une troisième partie qui sera abordée pour mettre en avant les avantages et les inconvénients de chaque opération. Et puis ensuite, dans une quatrième partie, le rôle de l'expert comptable dans l'assistance à son client, puisque ça nous intéresse quand même un minimum. Donc, on va passer au slide suivant. Sur la première partie qui va concerner les définitions et puis les différences. Alors, je fais un petit schéma, mais en fait, la question qu'on se pose, c'est quand on veut racheter une affaire, on se pose la question, je rachète quoi? Je rachète le fonds ou je rachète les titres? C'est la question qu'on doit se poser. Alors, évidemment, quand on a une affaire en face de soi qui est exploitée en mode individuel, la question ne se pose pas, il n'y aura que la possibilité de racheter le fonds de commerce. Alors, soit après personnellement ou bien via une structure, mais il n'y a pas tellement de questions à se poser à ce niveau-là. En revanche, quand on est intéressé par une affaire qui est exploitée sous forme de société, on va se poser la question, qu'est-ce que je fais? Je rachète uniquement le fonds de commerce de cette société ou je rachète quelques titres ou la majorité des titres? On va se poser cette question-là. Parce que finalement, d'acquérir en fait un peu l'outil de travail qu'est le fonds de commerce, si vous voulez, on peut très bien envisager ces 2 modes d'acquisition. Donc, en fait, ça revient à dire que soit qu'on achète directement le fonds de commerce, donc quand c'est une affaire individuelle, ou bien alors quand c'est une société, on rachète que le fonds de commerce qui appartient donc à la société, ou bien alors on va racheter de façon indirecte,
tout ou partie donc des titres donc de cette société, et le tout ou partie des titres donnera la possibilité bien évidemment d'acquérir d'une certaine façon cette ressource de l'entreprise, donc qu'est le fonds de commerce. Alors on peut aussi, j'ai mis dans ce slide bien sûr acquérir un fonds de commerce ou des titres par voie de fusion ou par un apport partiel d'actifs, mais cette dernière possibilité ne sera pas envisagée dans cette matinale. Alors, on va passer rapidement sur la définition d'un fonds de commerce. Alors, rapidement, parce que je ne pense pas vous apprendre bien grand-chose en vous disant tout ça, mais enfin, on va quand même rappeler les choses. Ce qui est important, c'est de comprendre les différences entre l'achat d'un fonds et puis une acquisition de titres. Donc, selon la loi de 1909, le fonds de commerce, c'est un bien meuble qui est constitué d'éléments corporels et incorporels. Dans le corporel, on a le mobilier, le matériel, l'outillage, les marchandises qu'on achète après, qui font l'objet d'une facturation à part d'ailleurs, et puis des éléments incorporels tels que la clientèle, le droit au bail, l'enseigne, le nom commercial. Je pense que j'apprends rien à personne. Alors, on va quand même dire que la clientèle, c'est l'élément essentiel du fonds de commerce. S'il n'y a pas de clientèle, il n'y a pas de fonds de commerce. Le fonds de commerce n'existe pas. C'est vraiment l'élément qu'il faut absolument avoir pour pouvoir parler de fonds de commerce. Il y a des activités où il n'y a pas forcément un fonds de commerce, donc c'est cette question-là qu'il faut vous poser. Est-ce que effectivement il y a une clientèle ou pas, donc par rapport à cette activité qui m'intéresse? Alors, la cession du fonds de commerce, elle est encadrée dans le Code de commerce. La dernière réforme, elle date du 21 juillet donc 2019. Et ensuite, concernant l'acquisition des titres, que je vais rappeler cette définition. L'acquisition des titres, c'est l'acquisition de tout ou partie donc des droits détenus dans le capital social d'une entreprise. Il faut distinguer, effectivement, parce que quand une affaire vous intéresse, donc quand vous rachetez le fonds de commerce, vous rachetez la totalité du fonds de commerce. Vous ne pouvez pas dire je vais racheter 70% du fonds de commerce. Quand on est par contre dans le rachat de titres, on peut racheter tout ou partiellement les titres. Alors dans le partiellement, soit que c'est un partiellement qui va vous donner le contrôle de la société, donc le contrôle en fait sur, on va dire, le fonds de commerce, ou bien alors, si vous achetez donc une minorité, vous n'aurez pas, je dirais, le contrôle sur cette société-là. Donc, il va falloir se poser la question, finalement, ce qui m'intéresse là-dedans, est-ce que je veux avoir la totalité ou pas des titres? Bon, il y aura d'autres questions, bien évidemment, qui vont se poser, mais on va parler également de titres que vous rachetez qui vont former ce qu'on appelle un bloc de contrôle, c'est-à-dire que vous allez avoir la majorité. Alors, la majorité dans une société, c'est pas forcément détenir 100% des titres, ce n'est pas non plus forcément détenir 51%. On peut tout à fait donc avoir le contrôle d'une société avec moins de 50% dès l'instant où vous avez une majorité de droits de vote. Alors tout ça, ça fait penser également donc aux actions de préférence. Il y a des possibilités aussi d'obtenir donc, je veux dire, une majorité dans une société en n'ayant pas la totalité, ni même 50% des titres, mais par le jeu donc des actions de préférence, on peut obtenir donc des droits de vote et finalement avoir, je veux dire, le contrôle donc de la société. Ces différences sont importantes parce que déjà, même au niveau financier, c'est pas la même chose. Si on rachète un fonds, vous paierez donc la totalité du fonds, 100% de ce qu'il vaut. Quand vous rachetez des titres, si vous rachetez 100%, ça sera un prix. Si vous en rachetez 51%, ça en sera un autre. Et si vous rachetez, je veux dire, même moins, mais que vous avez négocié des actions de préférence, par exemple, eh bien, le prix ne sera pas le même. Donc, tout cela, ce sont des questions qu'il faut se poser, qui sont pas évidentes. On peut passer d'une solution à une autre parce que il y a des enjeux auxquels on n'a pas pensé et ça vaut la peine quand même de prendre un papier, un crayon et de mettre déjà à ce niveau-là les avantages et les inconvénients. Qu'est-ce que je recherche? Qu'est-ce que je veux? J'ai qui en face de moi? Comment est-ce que je peux ficeler l'opération? Comment ça va se passer au niveau financier? Comment ça va se passer à plein de niveaux? L'évaluation aussi, c'est pas tout à fait la même chose. Bon, j'ai mes confrères qui vont en parler un petit peu plus loin, mais il y a déjà toutes ces questions donc auxquelles il faut penser et auxquelles donc ça permet déjà de planter un petit peu le décor. Alors, il y a des différences entre ces deux modes d'acquisition, on va dire, du fonds de commerce, je veux dire, qui est dans une société, soit qu'on le rachète, soit qu'on rachète plus ou moins les titres. Il y a des différences concernant au moins 3 points. Concernant la reprise des contrats, le deuxième point, c'est la reprise des dettes, le délai également pour percevoir le prix donc, de cession par le vendeur.
concernant la cession du fonds de commerce et la reprise des contrats. Il y a certains contrats qui sont repris automatiquement, donc quand on cède à un fonds de commerce, ce sont les contrats de travail et le droit au bail au minimum. Vous pouvez très bien évidemment, si jamais il y a des contrats de crédit bail, par exemple, et qui vous intéressent, négocier auprès donc du bailleur de reprendre, bien sûr, ces contrats. Mais ce n'est pas automatique, hein, sont automatiques en revanche, c'est le contrat de travail et le droit au bail. Droit au bail, bien évidemment, si le propriétaire du fonds de commerce est locataire de son local dans lequel il exploite évidemment son fonds. Concernant les titres, ça, c'est pas possible. On ne peut pas choisir quels sont les contrats qu'on reprend ou qu'on ne reprend pas, puisque bien évidemment, quand vous rachetez des titres, c'est simplement une modification des propriétaires du capital de la société. La société donc qui a signé donc tous les contrats avec les différents fournisseurs, elle subsiste. Donc, il n'y a aucune bonne raison de se poser la question, est-ce que je peux choisir de reprendre tel ou tel contrat? Bien évidemment aussi, s'il y a des contrats qui ne plaisent pas, je dirais, à l'acquéreur, vous avez toujours la possibilité en amont de négocier avec le vendeur et de lui dire, bah, moi, ça, ce contrat-là, ça m'ennuie, ou bien même alors de dire, dans le personnel, ça m'ennuie de reprendre tel poste, etc. Et vous pouvez toujours négocier, bien évidemment, en amont un certain nombre de choses. Mais d'une façon générale, quand on reprend les titres, on reprend tout, y compris tous les engagements donc, qui ont été contractés par la société, donc avec les tiers. Concernant la reprise des dettes, quand on est dans une cession de fonds, c'est non applicable. Quand on rachète un fonds, on rachète donc une partie, enfin un actif auquel ne sont pas attachés les créances, la trésorerie et les dettes. Donc, c'est la reprise des dettes, on n'en parle pas quand on est dans une cession de fonds. Quand on est donc dans une cession de titres, bah bien évidemment, le passif, il est compris dans la société rachetée, ainsi d'ailleurs que les créances, et puis également la trésorerie. Donc, ça fait quand même des différences. Ensuite, pour le délai pour percevoir le prix, là aussi, il y a des différences. Quand on est dans une cession de fonds, en principe, on ne peut pas, enfin, c'est pas que en principe, on ne peut pas percevoir, le vendeur ne peut pas percevoir le prix donc de la vente de son fonds parce qu'il y a le jeu du délai d'opposition des créanciers de l'administration fiscale et puis également très souvent il y a quand même un séquestre. Donc, on ne peut pas, si vous voulez, réduire les délais. Et donc, de ce fait, le vendeur ne pourra percevoir le prix de vente de son fonds uniquement que généralement au bout de 5 mois. Quand on est dans une société et qu'on vend des titres, ben, en principe, il n'y a pas de délai pour percevoir le prix de la vente dès l'instant où la cession elle est actée. Donc actée, je veux dire, soit même par inscription sur un registre de mouvement de titres si on est dans une société anonyme, pardon, eh bien, normalement, on perçoit tout de suite le prix de vente. Alors, évidemment, il peut y avoir des cas où le vendeur ne le reçoit pas tout de suite, parce qu'il peut très bien y avoir un crédit vendeur, parce qu'il peut y avoir une clause de réajustement des prix, du prix donc, des titres. Donc, il y a aussi des cas de figure où, évidemment, le vendeur ne recevra pas la totalité, on va dire, je ne vais pas dire pas du tout, mais il ne pourra recevoir que partiellement le prix de cession de ces titres parce qu'il y aura des clauses qui feront que le prix sera revu plus tard à la hausse, à la baisse, etc. Selon donc les clauses selon les négociations qui auront eu lieu donc entre l'acquéreur et donc le vendeur. Alors, bien évidemment, pour tout ça, il faut préparer, je pense que vous l'avez compris, je veux dire, cette opération-là, parce qu'il y a déjà tout un tas de questions donc, à se poser. Moi, j'ai déjà vécu le cas d'un client où l'acquéreur donc, voulait racheter les titres et finalement, ça s'est soldé par une acquisition de fonds. Donc, il y a plein de choses à penser. Il faut préparer cette opération. Il y a des aspects donc, que l'on va voir donc, ensuite. Et puis, ce que je voulais rajouter quand même aussi, que je n'ai pas dit, c'est que quand on achète un fonds de commerce, l'immeuble n'est jamais attaché au fonds de commerce. En revanche, quand vous achetez donc, des titres de société et que l'immeuble est dans l'actif de la société, évidemment, vous le rachetez. Donc, préparation de l'opération. Je vais laisser la parole après donc, à mes confrères, mais on va voir 4 phases, si je peux les annoncer. L'audit d'acquisition qui est quand même important, aussi bien pour le fonds de commerce que pour les titres, l'évaluation du fonds de commerce et également l'évaluation des titres,
la fiscalité applicable, qui est quand même un point qui est extrêmement important selon qu'on se place, selon l'acquéreur, le vendeur, etc., et puis les enjeux, et puis tout simplement le contexte. Et puis ensuite, on verra en dernier point les actes juridiques donc à rédiger pour l'une ou l'autre de ces opérations. Donc, je passe la parole, je crois, c'est à Jacob. C'est Hervé. Non, c'est à toi, Hervé? Oui, c'est pas grave. Eh bien, à Hervé, alors, merci. Pardon, tu peux excuser le sommaire. Donc, l'audit d'acquisition. L'audit d'acquisition, d'abord quelques rappels de généralité. Donc, il n'y a aucune définition légale, aucun texte normatif qui oblige ou qui définisse ce qu'est un audit d'acquisition. J'ai repris une formule trouvée dans la documentation interne d'une entreprise dont je suis obligé de taire le nom, mais la définition m'a semblé intéressante. Processus d'investigation et d'étude des informations disponibles se référant à une opportunité de manière à évaluer les bénéfices de l'acquisition de la cible concernée. On n'est pas, ce que j'aime dans cette définition, c'est qu'il y a un côté positif dans l'audit d'acquisition. On n'est pas que dans le contrôle. Le but, c'est de procéder à une meilleure évaluation de ce que nous rapportera la cible. Une chose dont il faut se méfier dans les audits d'acquisition, c'est que généralement, on est dans un timing serré. Éventuellement, on a cherché longtemps soit un cédant, soit un acquéreur, on a fait connaissance, le monde, il est tout beau, il a envie de me l'acheter, on a commencé à parler un peu de prix, on a l'air d'être à peu près sur la même phase. Personne, il peut arriver, pardon, que chez nos clients, personne n'ait envie de faire l'audit d'acquisition. Pourtant, c'est une étape indispensable. Je pense que, personnellement, j'ai vécu plusieurs sessions où j'ai eu à connaître de plusieurs sessions où l'audit a été pour le moins insuffisant et on se retrouve avec des situations derrière barreaux qui, des fois, ont pu amener à des licenciements, des choses comme ça. Donc, l'audit d'acquisition est une étape indispensable. Éventuellement, il faut l'adapter à la personnalité de son client, hein, à ses envies, mais c'est une étape indispensable. Quand on va auditer un fonds de commerce, comme le périmètre de la cession, c'est justement le fonds de commerce, on va en fait pouvoir avoir une approche un peu réduite en s'obligeant à regarder simplement ce qui est de l'ordre de la clientèle, des immobilisations d'exploitation, sans bien sûr oublier les immobilisations immatérielles. Ça peut être des marques, ça peut être le site internet, ça peut être la renommée, tout ce qui concourt quelque part aussi à la valeur de la clientèle, hein, à la valeur de la marque, qu'elle soit déposée ou pas. Bien sûr, on regardera le bail, les stocks s'ils sont compris dans le périmètre de la cession, ce qui n'est pas obligatoire pour un fonds de commerce. Et bien sûr, on regardera le personnel. Donc, comme l'a dit Martine, sur les contrats, la reprise n'est pas systématique, notamment le bail, le contrat de travail, il y a aussi les assurances dommages, tout ça, il faut regarder en détail. Il faut aussi regarder, il y a des contrats dont la reprise est automatique, mais il y a aussi tous les contrats dont la reprise est indispensable pour la poursuite de l'activité. Ça peut être mon crédit bail, ça peut être mon fournisseur de marchandises, de matières premières. Et puis, il y a des petits contrats qu'il faut pas oublier, mais qu'il faut lister dans une acquisition de fonds de commerce. Le numéro de téléphone, l'adresse Internet, toutes ces choses-là. Normalement, ce sera listé dans l'acte de cession du fonds de commerce et c'est des petits contrats qui sont essentiels à l'exploitation de la clientèle. Donc, il faut les regarder. Dans l'audit d'acquisition des titres, le périmètre va être élargi à toute la société. Donc, on ne va pas se contenter d'examiner les recettes, mais aussi les comptes clients. On va examiner tout le passif et on va bien sûr regarder tous les éléments hors exploitation qui peuvent être significatifs. On organisera son audit comme vous le savez, selon les différents cycles de l'entreprise, un audit organisationnel, un audit commercial, un audit financier, un audit social, un audit industriel, etc. Et puis, bien sûr, on négociera avec son client quels sont les points d'audit qu'il faut vérifier, qui sont fondamentaux pour lui, selon notre appréciation et selon la sienne. Éventuellement, dans un audit d'acquisition, on tiendra le mauvais rôle de poser les questions que le client n'ose pas poser.
Tout cela, l'audit d'acquisition, le but c'est de préparer la GAP, la garantie d'actifs passifs. Souvent c'est quelque chose, c'est une garantie qui figure dans les cessions de titres et qui ne peut pas figurer dans les cessions de fonds de commerce. Donc c'est l'audit d'acquisition qui va faire ressortir les risques qui nécessitent d'être couverts par une garantie de passifs notamment. Voilà, je vais passer la parole à Jacob pour l'évaluation. Merci. Bonjour à tous. Donc, l'évaluation d'entreprise. Nous allons décrire un petit peu les différentes méthodes, mais ce qu'il faut savoir, en fait, il faut différencier l'évaluation d'entreprise qui résulte de toutes les méthodes de calcul qu'on va décrire et le prix de cession de l'entreprise qui sera issu d'une négociation. Donc, les résultats issus de méthodes d'évaluation, ils serviront justement de support à la négociation. Alors, les étapes, il y en a 6, on va dire, il peut y en avoir plus, mais en fait, on va dire les principales: diagnostic de la cible, analyse et des retraitements. Donc ensuite, choisir la méthode d'évaluation adaptée, déterminer une fourchette de valeur, négocier, et puis conclure par un prix. Voilà. Donc ensuite, nous allons voir les principales phases. Donc, il y a une analyse stratégique à mener pour comprendre le secteur dans lequel opère l'entreprise. Ensuite, il faut établir un diagnostic. Et donc là, comme on le verra, l'expert comptable peut jouer un rôle important. Et puis ensuite, choisir les méthodes d'évaluation. Voilà, donc au niveau analyse stratégique, les principales étapes, ce sont donc l'analyse des coûts et des prix. Analyse des coûts et des prix, il faut que l'expert comptable ou l'acquéreur sache comment évoluent les prix. Quels sont les coûts de l'entreprise, quels sont les produits rentables, etc., etc. Tout ce qui concerne les prix, les produits. Ensuite, évaluer la position concurrentielle. Donc, savoir comment l'entreprise se situe dans son environnement. Est-ce qu'elle est leader? Est-ce qu'elle est plutôt, on va dire, elle démarre? Voilà, donc plusieurs possibilités. Ensuite, analyser. Ah, je pense qu'il y a un écho. Les ressources stratégiques. Et ensuite, la compréhension des zones de profit du secteur. Voilà, donc ensuite, alors le diagnostic, donc slide suivant. Hervé, voilà. J'arrive. Diagnostic de l'entité. Alors, si on peut un petit peu agrandir, si je ne sais pas si tu as cette possibilité. Non, ça je peux pas. Tu peux pas, d'accord. Bon, alors, les activités, donc en fait, quels sont les diagnostics? On va, bien sûr, sur chaque domaine, évaluer les forces et les faiblesses. Les activités, est-ce que les tarifs sont compétitifs, comme nous en parlait tout à l'heure, de coûts, etc. La force de vente, est-ce qu'il y a des canaux de distribution ou est-ce que c'est l'entreprise qui a une force commerciale interne? Les ressources humaines, est-ce que l'équipe est compétente? Est-ce qu'il y a un savoir-faire? D'ailleurs, quand on parle aussi plus loin de fonds de commerce, etc., l'équipe dans certaines sociétés, comme des entreprises de services, a une valeur qui est aussi importante que la clientèle. Les moyens, donc quels sont on va dire les outils de production ou les outils informatiques, l'organisation. Donc, est-ce qu'il y a des process qui existent, qui tournent bien? Le système d'information, est-ce qu'il y a une sécurité? Est-ce qu'il y a un prestataire qui gère et qui maîtrise les systèmes? Et puis l'aspect juridique, l'existence de contrats sur tous
tous les liens que l'entreprise peut avoir avec son entourage et les différents tiers. Évidemment, on va mettre l'accent et plus le focus peut-être là où il y a des faiblesses pour creuser, vérifier si ce n'est pas une faiblesse, on va dire, gênante qui pourrait bloquer, on va dire, la vente et décider d'arrêter l'analyse on va dire, en arrêtant, on va dire, la négociation. Ensuite, donc, une fois que la stratégie, l'analyse stratégique est faite et les diagnostics d'entité est établi, on va parler des méthodes d'évaluation. On va rentrer, donc, en proprement parler, dans les méthodes d'évaluation. Alors, donc là, il y a l'évaluation, donc dans l'évaluation d'un fonds de commerce, on a la plupart de nos clients, on va dire, sont des TPE ou PME. Et donc, parmi elles, des boutiques, tout simplement, des commerçants, donc en B2C, quoi, donc, qui ont simplement des clients particuliers. Donc, là, on va évaluer le fonds commercial qui va être composé du droit au bail, toujours de la clientèle, comme le disait Martine tout à l'heure, c'est le principal, la valeur principale. Et puis parfois du matériel, des immobilisations. Donc dans ces cas-là, un fonds de commerce d'un commerçant, on va dire détaillant, va être valorisé par un simple coefficient de chiffre d'affaires, comme les restaurants, comme des boutiques, enfin des magasins d'optique, etc. Donc, c'est un coefficient de chiffre d'affaires ou hors taxe ou TTC, et il va y avoir également, donc ce sera soit selon les usages, soit selon un barème fiscal, on va dire les deux seront pris en compte. Et puis, il y a aussi le fonds de commerce qui là est donc en mode B2B. Donc là, c'est une véritable entreprise qui vend à d'autres sociétés et qui va donc avoir un actif détaillé qui va… Ah, j'ai un écran à côté là qui vient me gêner le slide. Ah, voilà. Donc, il va être valorisé comme un actif d'exploitation. Et donc, ça va ressembler à aux méthodes d'évaluation qu'on utilise pour valoriser des titres. Et donc là, on va déterminer une valeur d'entreprise et il va falloir retraiter le besoin en fonds de roulement, puisque l'acquéreur ne reprend ni créance ni dette. Voilà, pour éviter de payer deux fois, puisque dans la valeur d'entreprise, il y a tous les actifs. Il ne faut pas qu'on le reprenne une deuxième fois, donc on retraite le besoin en fonds de roulement. Ensuite, l'évaluation de titres de société. Et donc là, ça va être un petit peu comme le fonds de commerce B2B, mais on va dire avec des méthodes beaucoup plus élaborées. Ça va être la valeur d'entreprise qui va être calculée donc selon l'une des méthodes qu'on aura choisies, puisqu'il va falloir étudier en fonction du cas particulier laquelle qui est la plus, enfin une ou deux les plus adaptées. C'est certainement pas une moyenne de plusieurs méthodes. Et on va retraiter la dette financière nette, puisque cette dette financière n'appartient pas, la société qui va racheter ne va pas reprendre la dette financière. En tout cas, elle ne fait pas partie de cette valeur. Et cette dette financière, donc là, justement, toute la sensibilité, on va dire, et la qualité d'une évaluation va dépendre de la façon dont on a évalué cette dette financière, qui doit être normative et qui ne doit pas correspondre simplement au solde de clôture du bilan, parce que parfois, justement, au moment du bilan, on se retrouve avec des trésoreries pléthoriques et à l'ouverture de l'exercice suivant, elle n'est plus là. Donc, il faut prendre une trésorerie qui est tout au long de l'exercice, de façon à la retraiter de la valeur d'entreprise. Voilà, donc en fait, les principes quelque part
d'évaluation d'un fonds de commerce et des titres de société. Alors, on va prendre rapidement des méthodes, description de certaines méthodes, donc avec les paramètres qui sont utilisés. Donc, il y a les méthodes fondées sur le passé, donc la patrimoniale, actif net, réévalué. Généralement, on corrige un petit peu l'actif net ou capitaux propres, qui vont être réévalués sur la base de valeur vénale ou des multiples spécifiques ou de transactions. Donc là, comme je précisais tout à l'heure sur des petits commerces, c'est barème d'administration fiscale ou des usages sectoriels selon des échantillons de comparables. Ensuite, des méthodes fondées sur les flux futurs, donc c'est plus adapté pour les plus grosses entreprises. Donc la méthode des rendements, qui est très utilisée, avec un taux de capitalisation. Donc là, on va chercher à savoir en combien de temps on va récupérer son investissement. Donc, ce sont des multiples d'EBE ou d'EBITDA ou de résultats nets. Ensuite, la méthode des DCF, donc actualisation de cash flow futur, où là, c'est un petit peu plus compliqué. On va arriver à une valeur terminale, on va intégrer une prime de risque et ça va donner une valeur qui sera bien sûr ensuite à analyser, éventuellement à décoter en fonction de certains paramètres. Et puis, une troisième méthode, donc là, qui est plus utilisée dans des grosses entreprises ou des sociétés cotées, c'est des dividendes futurs, actualisation de dividendes futurs. Et puis, il y a d'autres autres méthodes, donc c'est les cours de bourse pour des sociétés cotées ou les multiples boursiers pour des secteurs qui sont assez représentés en bourse. Voilà, donc je vais passer rapidement sur la méthode patrimoniale. Qu'est-ce que c'est? Donc, bon, elle est rarement utilisée, comme je précisais tout à l'heure. Donc, l'actif net réévalué consiste à rassembler l'ensemble des actifs de l'entreprise et les évaluer à la valeur du marché. L'inconvénient, c'est qu'il est difficile d'obtenir des informations d'une transaction comparable avec une hypothèse de rentabilité normale du fonds. Voilà. Ensuite, on passe à la suivante, la méthode des barèmes. Donc, les barèmes de l'administration fiscale, les barèmes des usages de la profession, des fédérations, etc. Un coefficient multiplicateur chiffre d'affaires hors taxe TTC dégagé par ce fonds de commerce. Et ce coefficient, il va varier en fonction des secteurs d'activité. On va trouver ce barème dans le même éton pratique d'évaluation de Francis Lefebvre. Alors, évidemment, inconvénient, comme c'est une méthode qui est basée sur le chiffre d'affaires, donc elles ne prendront donc aucune charge ne sera prise en compte et la partie loyer, si elle est différente d'une entreprise à l'autre, que le loyer est faible ou que le loyer est excessif et qu'il a un impact sur la rentabilité, ce ne sera pas pris en compte. Donc, il y a d'autres moyens. Évidemment, on peut partir d'une méthode de barème et puis après, ensuite, faire des décotes en fonction des paramètres qu'on va avoir dans l'entreprise. Voilà. Ensuite, on va parler de la méthode des rendements, donc, qui, elle, est beaucoup plus utilisée pour des PME, etc. Pour évaluer un actif d'exploitation d'un fonds de commerce ou les titres d'une société. Voilà, donc le BE, c'est on va dire le basique. Après, il est évidemment affiné par l'EBITDA, etc. On va arriver à un niveau de résultats intermédiaires, chiffre d'affaires moins achats, moins frais généraux, charges externes, frais de personnel, etc. Donc, cette méthode a l'avantage de se concentrer sur la capacité de l'emprunteur pour rembourser sa dette. Et donc, pour un investisseur, et surtout pour des fonds, notamment d'investissement, ou pour des business angels, etc., qui cherchent pas forcément à s'impliquer dans l'entreprise, c'est des critères qui leur plaisent.
Donc voilà, bon, alors après, évidemment, c'est variable. On peut retenir, souvent on trouve dans la pratique des multiples de 4 à 6 fois l'EBE ou un peu plus sur l'EBITDA. Là encore, c'est très variable en fonction du secteur d'activité. Il y a évidemment, ce n'est pas un EBE standard, il y a des retraitements à faire, comme je précisais, donc sur les loyers, sur la rémunération du dirigeant, etc., puisque le repreneur n'aura pas les mêmes objectifs que le cédant. Voilà. Donc, ensuite, alors, pour conclure en fait sur cette partie d'évaluation, les avantages et limites de ces méthodes. Là, donc, on va dire, il y a quatre catégories de méthodes d'évaluation. L'actualisation de flux de trésorerie future, méthode de DCF, qui est une méthode dynamique et qui le principe est donc la projection de flux actualisés au coût moyen pondéré du capital. Donc, on va devoir déterminer ce coût moyen pondéré avec une sorte de taux de risque, de taux d'actualisation. L'avantage est la prise en compte de perspectives d'évolution et de ses performances. La limite, c'est la difficulté de déterminer, de choisir les hypothèses. Et donc là, on se rend compte que la moindre petite variante peut faire changer la valeur de façon très significative, parce qu'elle se multiplie sur tous les flux futurs. Donc même si on l'actualise à la valeur actuelle, on a un impact très important. Donc il faut être vraiment très très précis et analyser chaque paramètre. Comparable boursier, bon, ça, je dirais que c'est facile parce que bon, la bourse, on peut accéder, on peut avoir des informations. L'avantage est la valeur proche d'une réalité économique pour des sociétés d'un même secteur. Il y a des sociétés comme Xerfi qui fournissent des études qui permettent de connaître les rentabilités par secteur. Ensuite, les limites, c'est que toutes ces multiples qui sont retenus doivent être manipulés avec précaution, car effectivement, d'une société à l'autre, les marges et les structures des coûts ne sont pas les mêmes. En tout cas, souvent on utilise celles des grosses sociétés cotées et qu'on est dans le cas de figure d'une PME, donc forcément les marges et les structures ne sont pas identiques. Mais bon, on est bien obligé de se baser sur quelque chose. Comparable de transaction. Faudrait conclure cette partie, Jacob. Oui, je conclue. Les comparables de transactions, la valeur proche de la réalité économique d'un même secteur, et les difficultés d'obtenir des informations de transactions comparables, et l'actif net réévalué. Donc, c'est plus utilisé pour des holdings ou des foncières. Donc là, il n'y a pas trop d'activité. Et donc, le patrimonial, comme je disais, c'est très peu utilisé. Il n'y a pas de notion de rentabilité dans cette méthode. C'est un peu l'inconvénient. Voilà. Voilà. Donc, je te passe la parole. Je passe la parole à Hervé Bella pour la fiscalité. Voilà. Tout à fait. Donc, nous allons d'abord voir la fiscalité du fonds de commerce, puis la fiscalité des cessions. Là. Alors, on va commencer par les droits d'enregistrement. Donc, bien sûr, les droits d'enregistrement sont normalement à la charge de l'acquéreur. Ça peut se négocier dans le cadre des échanges entre l'acquéreur et le cédant. Quelques rappels de base, l'assiette des droits d'enregistrement, c'est le prix ou c'est la valeur vénale qui peut être différente du prix. C'est le prix hors taxe pour les biens mobiliers d'investissement, quel que soit le régime fiscal de TVA. En fait, la cession des fonds de commerce n'est pas soumise à TVA, donc j'ai cité le mot de TVA, je n'en parlerai plus dans la suite de l'exposé.
Il faut exclure des droits d'enregistrement les immeubles, les créances commerciales, le numéraire en caisse, les titres dans les valeurs mobilières de placement qui ont éventuellement chacun leurs règles de cession. Hein. Il y a aussi les marchandises neuves qui ont des règles de cession spécifiques. Donc là, par contre, on va reparler de TVA. Il n'y a pas de droit de mutation à titre onéreux si la TVA s'applique. Sinon, il y a un droit de 1,5. Il y a un droit fixe sur les brevets. Donc, avant d'appliquer le barème de droit d'enregistrement pour les fonds de commerce, faut regarder précisément à quoi on va l'appliquer. Le barème va être une absence de droit d'enregistrement jusqu'à 23 000 euros. De 23 000 euros à 200 000 euros, ce sera 3% et 5% au lieu de 200 000 euros. Et vous voyez, c'est un barème progressif, un peu comme pour l'impôt sur le revenu, où on va fonctionner par tranche. Aussi, possibilité de faire une économie significative de droits d'enregistrement dans le cas des cessions aux salariés ou à un proche du cédant. La définition du proche du cédant est assez stricte, c'est un conjoint, un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur. Hein, il y a à ce moment-là un abattement d'assiette de 300 000 euros. Par contre, les acquéreurs doivent prendre l'engagement pour bénéficier de cette mesure de continuer l'exploitation pendant au moins 5 ans et d'assurer la direction effective du fonds de commerce cédé. Voilà, ou acquis en l'occurrence. Voilà. Ensuite, donc là, on va s'attaquer aux plus-values. Donc, effectivement, la fiscalité qui est à la charge du cédant. Donc, le principe de base dans cette cession du fonds de commerce, c'est qu'on est dans une cessation d'activité telle que l'a défini l'article 201 du CGI. Et c'est-à-dire qu'il y a une imposition immédiate des plus-values, il y a une imposition immédiate des bénéfices. En fait, je vous parlerai là jamais, par exemple, de report, d'imposition différée, etc. Parce que dans la mesure où il y a des flux financiers, l'État en prend sa part. Tous les reports qu'il peut y avoir ou des sursis d'imposition sont généralement quand il y a des échanges de titres, des trucs comme ça, donc quand il y a des valeurs qui passent de main en main sans qu'il y ait réellement de flux financiers. Les 3 exonérations possibles qu'on va retrouver plusieurs fois. Les articles qui s'appliquent, c'est le 151 septies, qui est une exonération en fonction du montant des recettes attachées au fonds de commerce. L'article 238 quindecies, qui est une exonération totale ou partielle en fonction de la valeur du fonds. Et l'article 151 septies A, qui est l'article qui traite du départ à la retraite du dirigeant. On peut cumuler éventuellement des exonérations. En fait, les 2 premières peuvent se cumuler entre elles, la 151 septies et la 238 quindecies. Non, pardon. Justement, excusez-moi, les 2 premières ne peuvent pas se cumuler. C'est le départ à la retraite peut se cumuler avec une exonération en fonction du montant des recettes ou une exonération en fonction de la valeur du fonds. Par contre, effectivement, l'exonération en fonction du montant des recettes ne se cumule pas avec l'exonération en fonction de la valeur du fonds. Pourquoi doit-on se poser des questions de cumul alors que même si ça peut amener à des exonérations totales? C'est que éventuellement la base selon les articles n'est pas la même. Donc, il faut voir est-ce qu'il y a de la plus-value immobilière. On peut avoir sur une mesure une exonération totale, une exonération partielle sur une autre. Donc, il faut s'interroger sur comment est-ce qu'on cumule au mieux éventuellement plusieurs exonérations. Je vous ai mis ensuite dans ce tableau les caractéristiques de chacune de ces exonérations. Le 151 septies, donc exonération sur les recettes, c'est les recettes exercées, donc il faut bien sûr que ce soit un exercice du fonds de commerce à titre professionnel, enfin, bien sûr, c'est-à-dire qu'effectivement ça va être l'essentiel des ressources du dirigeant, ou en tout cas il faut qu'il exploite réellement son fonds de commerce, qu'il soit présent. Typiquement, c'est pas un fonds, par exemple, en location-gérance. Les recettes sont inférieures à 350 000 euros hors taxes ou 126 000 euros pour les services. Donc, 350 000 euros, pardon, pour de l'achat-revente, 126 000 pour des services. Il faut que la durée d'activité soit supérieure à 5 ans.
Donc, l'exonération de droit de plus-value est totale si les recettes sont inférieures à 250 000 en cas d'achat-revente ou 90 000 en cas de service. L'exonération n'est plus que partielle pour de l'achat-revente entre 250 000 et 350 000 euros de recettes ou 90 000 et 126 ou entre 90 000 et 126 000 euros de recettes pour les services. Je vous passe la formule sur l'exonération partielle qui est un peu complexe et qui mérite d'être allé rechercher dans la documentation. L'article 238 quindecies donc porte sur la valeur du fonds et non plus les recettes. Toujours, il faut que l'activité dure plus de 5 ans, il faut que la valeur du fonds soit inférieure à 500 000 euros. Et quand j'aurai cédé mon fonds, il faut qu'il y ait une absence de lien de dépendance entre l'acheteur et le vendeur sur 3 ans. Typiquement, que je ne devienne pas dirigeant du repreneur. Donc, l'exonération est totale si la valeur est inférieure à 300 000 euros. Elle est partielle si la valeur est entre 300 000 et 500 000 euros. Pour le départ à la retraite, il y a des conditions sur la société. Il faut que ce soit une PME au sens européen. Il faut qu'elle ait 5 ans d'exercice. Il faut que le dirigeant parte à la retraite dans les 2 ans. Il faut qu'il y ait toujours indépendance de l'acheteur et du vendeur sur 3 ans après la cession. Donc, c'est une exonération totale, mais c'est une exonération hors immobilier. On est toujours dans la fiscalité du fonds de commerce, toujours dans les plus-values, si le cédant est une société IS. À l'IS, donc là, il n'y a pas d'exonération spécifique, c'est une plus-value taxée comme un résultat ordinaire, avec des plus-values taxées à 15 ou à 19 ou exonérées, en fait pour les plus-values de titres de participation. Là, on peut faire jouer l'exonération du 238 quindecies, c'est-à-dire l'exonération sur la valeur du fonds. Là, il va y avoir des conditions un peu spécifiques avec faut que le fonds de commerce, faut que ce soit une PME au sens européen détenue à plus de 75% par une PME qui est cession de branche complète d'activité, toujours la durée d'activité supérieure à 5 ans, la valeur du fonds inférieure à 500 000 euros et absence de dépendance entre l'acheteur et le vendeur sur 3 ans après la cession. C'est pas la peine de parler de départ à retraite. L'article 151 septies A est inapplicable puisque là, en fait, je vends le fonds de commerce d'une société IS. Je ne vends pas toute l'entreprise. En fait, il y aura des exonérations possibles au réseau du départ à la retraite quand je vendrai l'entreprise et non pas seulement son fonds de commerce. Donc là, ça va être effectivement une condition majeure éventuellement pour vendre toute la société et non que le fonds de commerce si je suis en société à l'IS. Si le cédant est une société LIR, par exemple une société de portefeuille, des choses comme ça, donc les plus-values sont taxables dans la personne des associés, là effectivement il va falloir différencier les plus-values sur les immeubles, on va les différencier entre les plus-values court terme et les plus-values long terme. On va pouvoir faire jouer des exonérations au niveau de la société en appliquant le 151 septies sur le montant des recettes, le 238 quindecies en fonction de la valeur du fonds, et par contre pour le départ à la retraite, on se posera la question d'opter ou non pour ces régimes-là, associés par associés. Après, on va passer aux cessions de titres. Donc, les cessions de titres, les droits d'enregistrement, vous savez que pour les actions, c'est 0,1%. Pour les parts sociales, c'est 3% avec un abattement de 23 000 euros. Et pour les sociétés à prépondérance immobilière, 5%. Juste pour mémoire, l'abattement d'assiette de 300 000 euros dont je vous ai parlé pour les droits d'enregistrement, pour les droits d'enregistrement sur les fonds de commerce, cet abattement d'assiette de 300 000 euros est également applicable si on fait des cessions à des salariés ou à des proches. Je cède des titres et mon cédant est un particulier. Mon cédant, il va payer une plus-value privée. Il a le choix en fait entre le PFU 30% et le barème progressif. Je vous rappelle que le barème progressif peut s'appliquer sur des titres acquis avant le 1er janvier 2018. Il y a l'abattement pour durée de détention de 50% pour une détention entre 2 ans et 8 ans, 65% au-delà.
Il peut y avoir l'abattement renforcé si les titres concernent une PME, LIS, créée depuis moins de 10 ans. Alors attention, le texte il dit créé depuis moins de 10 ans, mais d'après ce que j'ai lu, en fait, on se base sur la date d'acquisition. Donc en fait, il faudrait plutôt dire acquise depuis moins de 10 ans. Hors concentration, restructuration, reprise d'activité préexistante, et donc à ce moment-là, l'abattement renforcé de 50% pour une détention entre 1 an et 4 ans, ce qui est, ou 65% entre 4 ans, une détention entre 4 ans et 8 ans, et 85% au-delà de 8 ans. Donc éventuellement, le barème progressif, il faut s'y intéresser, il peut être intéressant. L'abattement pour départ à la retraite dans le cas de cession de titre va être d'un montant fixe de 500 000 euros, abattement donc pas abattement de la base de la plus-value. Condition, la société, il faut que ce soit une PME LIS et qu'elle ait 5 ans d'exercice de son activité. Des conditions sur le dirigeant, faut qu'il ait dirigé pendant 5 ans de façon effective et rémunérée. Est rémunéré en fait de façon entre guillemets normale. Il faut que ça représente plus de 50% des revenus professionnels du dirigeant. Il faut aussi qu'il ait détenu 25% des droits de vote pendant les 5 dernières années, cette condition-là étant mesurée au niveau du groupe familial. Il faut qu'il reparte dans la retraite dans les 2 ans. Il faut qu'il garde son indépendance vis-à-vis de la société acheteuse sur 3 ans. Il y a aussi des conditions sur les titres, donc on commence à faire 3 niveaux de conditions. Titres détenus depuis, il faut que les titres soient détenus depuis plus d'1 an, donc c'est pas la veille que je rachète les titres des minoritaires, et je cède l'intégralité des titres ou plus de 50% des droits de vote si la détention est 50%, est supérieure à 50%. Cet abattement pour le départ à la retraite est applicable que j'utilise le PFU ou que j'utilise le barème progressif. Mais si j'utilise le barème progressif et l'abattement pour départ à la retraite, je ne peux plus utiliser les abattements pour durée de détention. Donc là aussi, du travail pour l'expert comptable pour choisir la meilleure option pour le client. Attention, on vous en parle aujourd'hui, c'est une mesure soumise qui s'arrête au 31/12/2022 puisque c'est le genre de mesure qui nécessite un agrément de l'Union européenne qui, comme vous savez, est donné pour 3 ans. Donc, en début d'année 2023, ce régime pourrait être potentiellement suspendu temporairement. On espère bien qu'il reviendra. Voilà. La fiscalité des cessions de titres des plus-values quand mes titres étaient dans une société allière, c'est une plus-value long terme si j'ai détenu les titres depuis plus de 2 ans. Donc là, le PFU sera, effectivement, PFU sera applicable. Pour les plus-values court terme, je suis autoprogressif de l'IR. J'ai la possibilité d'étaler sur 3 ans ma plus-value court terme si c'est une cession partielle et que l'associé continue une activité. Par contre, si c'est une fin d'activité, l'État a trop peur de ne pas être payé, donc c'est imposition immédiate. Par contre, j'ai la possibilité dans l'impôt sur le revenu des associés d'utiliser le système du quotient pour lisser, je dirais, un peu l'évolution du revenu. Voilà. Les exonérations possibles, celles qu'on a retrouvées pour le fonds de commerce, le 151 septies pour le montant des recettes, le 238 quindecies sur la valeur du fonds, le 151 septies A sur le départ à la retraite. Je fais une société de titres, je suis une société LIS. Vous savez que la plus-value, c'est un résultat ordinaire. On peut avoir un régime préférentiel quand on est dans la plus-value de cession de titres de participation. Donc, vous savez que pour être qualifié de titre de participation, la responsabilité du comptable, c'est bien de mettre les titres comptablement dans un compte de titres de participation et non pas dans un titre dans une autre des 4 catégories de titres. Et il peut y avoir donc exonération de la plus-value,
Là, excusez-moi, il y a une coquille, c'est si la détention est supérieure à 2 ans, pardon, c'est supérieur à 2 ans. Et la quote-part de frais et charges, et donc il y a une quote-part de frais et charges à réintégrer de 12% du montant brut de la plus-value de cession. Hein, donc qui, elle, sera taxée selon dans le résultat ordinaire. Voilà, j'en ai fini avec la fiscalité. Je repasse la parole à Martine pour les actes à rédiger. Martine, es-tu avec nous? Vous m'entendez? Oui, Martine, on t'entend. Bon, alors dans cette partie des actes juridiques à rédiger, donc on va voir ce qui concerne le fonds de commerce et également donc les titres de société. Donc concernant les actes juridiques à rédiger concernant le fonds de commerce, je veux bien que tu ailles au slide suivant, Hervé. Merci. Donc, pour ces actes à rédiger, alors l'écrit, il n'est pas obligatoire pour une cession de fonds, pour les titres non plus d'ailleurs, mais donc ça n'est pas obligatoire. Mais comme tout contrat, donc la cession, enfin, il est quand même fortement recommandé d'écrire quelque chose, vous verrez pourquoi après, mais comme dans tout contrat, donc la cession du fonds peut être assortie de clauses suspensives ou résolutoires, donc comme ce que je vous ai mis en exemple, l'obtention de crédit, le droit de préemption de la mairie, l'accord du bailleur, etc. Mais on peut également mettre des clauses, par exemple, sur des ruptures conventionnelles qui seront donc à la charge généralement donc, du cédant. Depuis le 21 juillet 2019, donc ça c'est la dernière réforme sur les fonds de commerce, le vendeur n'est plus tenu d'énoncer dans l'acte de vente les mentions qui étaient imposées dans l'article L141-1 du Code de commerce à peine de nullité de l'acte. Mais vous allez voir dans le slide suivant, si tu veux bien. Désolée. Ah, bah, il me manque un slide. Alors, c'est pas grave. Donc, je vais continuer. Donc, là, je vous disais, donc, il n'était plus obligatoire, donc, depuis la loi de 2019, donc, de rédiger des mentions, enfin, d'indiquer des mentions dans l'acte de vente, donc, qui était imposé donc, par cet article L141-1. Mais malgré tout, je veux dire, les juristes nous conseillent fortement quand même de reprendre dans l'acte de cession les mentions de l'ancien article L141.1, tout simplement parce que ça permet de décrire la consistance du fonds de commerce. Et si jamais il y a un litige, bien évidemment, c'est quand même plus facile de se reporter donc à un écrit. Alors, qu'est-ce qu'il y avait donc comme mention qu'on reprend généralement dans un acte? Il y a le prix de vente, l'origine du fonds, l'état des inscriptions grevant le fonds, ça c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Il faut quand même se rapprocher du greffe pour connaître les inscriptions donc, sur le fonds de commerce. On note également le chiffre d'affaires et le résultat d'exploitation sur les 3 derniers exercices, les conditions du bail, le séquestre. Donc, il y a un certain nombre d'informations qui étaient donc imposées par cet article qui ne le sont plus, mais il est quand même fortement recommandé de les indiquer donc dans l'acte écrit. Alors, évidemment, le fonds de commerce, on peut d'abord faire un projet, une promesse de cession de fonds pour ensuite aboutir à l'acte qu'on appelle réitératif, donc qui sera donc l'acte définitif du fonds de commerce. Alors, c'est ce que j'avais à vous dire là-dessus. Donc ensuite, je vais faire un focus sur le séquestre. Le séquestre, c'est pas une obligation, il n'est pas obligatoire, mais sa constitution, elle est indispensable parce que ça permet quand même de protéger l'acquéreur qui pourrait être tenu donc au paiement du passif fiscal du vendeur. C'est ce qu'on appelle la solidarité fiscale. Donc le séquestre, c'est quand même un moyen de protection je veux dire, par rapport donc à l'acquéreur. Alors, je vous ai mis dans ce petit tableau différentes phases qui concernent, je dirais, depuis quand court le séquestre jusqu'à la fin, jusqu'au dénouement donc, de ce fameux séquestre, qui peut donc quand même durer un certain nombre de mois, donc généralement au moins 5 mois. Alors, la première phase, c'est la cession du fonds, donc qui va se matérialiser par la cession définitive de l'acte qui va être signé, donc réitéré en principe, et que le prix a été versé à un séquestre.
Pour juste une petite parenthèse, normalement, notre profession, il était question à un moment qu'on puisse être séquestre. Pour l'instant, c'est toujours pas sorti. Ça doit faire au moins 10 ans que c'est en pourparlers, je crois. Donc, ça, je parle sous le contrôle peut-être de Jean-Luc Semama, mais pour l'instant, l'expert comptable ne peut pas être séquestre. Hein. Donc, il n'y a uniquement que certaines personnes, notaires, avocats, qui sont habilités donc à détenir des fonds séquestrés. Et puis, il y a une deuxième phase. Donc ça, la cession du fonds, on va dire que c'est le jour J. Ensuite, il y a une deuxième phase qui concerne la phase donc, de l'enregistrement donc, aux impôts, donc de l'acte de cession. Donc ça, ça doit se faire donc, dans les 15 jours donc, de la signature donc, de l'acte. Et les droits d'enregistrement, tout à l'heure, Hervé vous en a parlé, ils sont en principe à la charge de l'acquéreur. Et surtout, il y a les formalités de publication donc dans un journal d'annonce légale et également au BODAC. La date de J+15 par rapport au BODAC, elle est importante parce que c'est à partir de la publication au BODAC que va commencer à courir le délai d'opposition des créanciers. Donc, cette date de parution BODAC est extrêmement importante. Ensuite, donc, dans la troisième phase, c'est la phase d'opposition des créanciers, c'est-à-dire que les créanciers doivent, dans un délai donc, de 10 jours, donc former et régulariser leur opposition dans les 10 jours donc, de la publication donc, au BODAC, sous peine de forclusion. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention donc, à cette date de publication BODAC, puisque les créanciers ne disposent que de 10 jours, c'est extrêmement court, donc, pour faire leurs oppositions. Donc là, on est déjà à J+25 par rapport donc, à la date de signature de l'acte et du paiement du prix donc, au séquestre. Évidemment, là, je parle d'une idée ou de l'hypothèse où on utilise complètement les délais. Hein. Évidemment, la parution dans un JAL, ça peut être fait avant 15 jours, hein, mais bon, c'est des délais habituels. Ensuite, on a une quatrième phase qui concerne la déclaration de la cession aux impôts. La déclaration de la cession aux impôts, elle doit être faite et dans cette déclaration, on doit indiquer la date de cession donc, du fonds, l'identité et l'adresse de l'acquéreur dans les 45 jours de la publication donc, dans un journal d'annonce légale, c'est-à-dire en fait qu'on est à 45 plus les 15 jours de délai donc, dans le JAL, donc ça nous fait donc un délai qui est égal à J+60. C'est une date aussi qui est importante, on verra après. Il y a une cinquième phase donc, qui est le dépôt de la déclaration de résultat, c'est-à-dire que tout à l'heure Hervé vous en a parlé, c'est-à-dire qu'on doit déposer donc, à l'administration fiscale dans les 60 jours de la publicité donc dans le journal d'annonce légale, de la déclaration des résultats à l'administration fiscale, c'est-à-dire avec l'imposition des plus-values, l'imposition des bénéfices, etc. Ça doit se faire normalement dans les 60 jours. Il y a également d'autres déclarations qui doivent se faire dans ces délais-là, je crois la taxe d'apprentissage, la CFE, etc. Donc, on est donc 60 plus toujours 15 jours de délai donc de publication. Donc, ça nous fait J+75 toujours par rapport à cette date de cession qui a été signée, de l'acte définitif qui a été signé. Et puis ensuite, alors j'ai mis un 5, mais en fait, il faut lire un 6. Donc, la fin du délai donc, de solidarité fiscale, c'est la sixième phase dans mon slide. C'est-à-dire que 90 jours après l'avis de cession adressé à l'administration fiscale, je veux dire, il y a la fin du délai de solidarité fiscale. C'est-à-dire que les 90 jours, ils viennent s'ajouter donc à la phase 4 de déclaration de la cession aux impôts. Donc J+60 plus les 90 jours, on arrive à J+150. C'est pour ça que le séquestre, il dure quand même en moyenne 5 mois, rarement avant, bon, même si on dit 3 mois et demi à 5 mois, il est possible hein, de raccourcir le délai, je veux dire, d'opposition de l'administration fiscale. Bon, il y a toute une procédure par rapport à ça, mais il faut bien avoir en tête aussi que l'administration fiscale, je veux dire, va se servir de son délai d'opposition jusqu'à temps qu'elle ait au moins reçu la déclaration fiscale, je veux dire, de déclaration des résultats, des plus-values, etc. Donc, elle ne va pas s'empêcher, je veux dire, de regarder tous ces éléments-là et ne pas mettre un terme, je veux dire, ou ne pas accepter, je veux dire, d'avoir un délai d'opposition qui serait raccourci. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur le séquestre,
Le séquestre, pas obligatoire, mais il est quand même fortement conseillé dans l'intérêt donc de l'acquéreur qui subit quand même, je veux dire, une solidarité fiscale avec le passif du vendeur. Et ça, je veux dire, quand on rachète un fonds, comme on ne voit pas forcément tout le passif et toutes ces choses-là, on ne sait jamais, on peut tout à fait découvrir des choses assez désagréables, je veux dire, qui peuvent être quand même embêtantes pour l'acquéreur. Donc voilà donc sur le séquestre donc au niveau du fonds de commerce. Concernant les cessions de titres, concernant les actes à rédiger, c'est plus facile. La cession d'un fonds, c'est quand même plus difficile, surtout avec cette gestion du séquestre. Pour les cessions de titres, c'est beaucoup plus facile. Déjà, il n'y a pas de séquestre. L'enregistrement de la cession doit être fait également aux impôts. Ça n'est pas non plus obligatoire de faire un écrit donc sur une convention de cession de titres. Ça se fait, mais c'est pas du tout obligatoire. Alors, l'établissement d'ailleurs de cet écrit peut être sous seing privé. Tout simplement aussi par inscription donc dans le registre des mouvements de titres si on est donc sous forme de société anonyme. Donc c'est beaucoup plus facile, je veux dire, au niveau de la rédaction des titres. Alors évidemment, auparavant, avant d'en arriver donc je veux dire à cet acte définitif, je veux dire, il pourra y avoir eu bien évidemment des promesses, etc., une lettre d'intention, enfin bon, la rédaction d'un certain nombre de choses. Mais là, je me place, je veux dire, quand on est, je veux dire, donc dans la rédaction, je veux dire, des actes juridiques, mais il y a eu bien sûr, bien évidemment, comme pour dans le fond auparavant, je veux dire d'autres actes qui auront pu être rédigés, comme je vous disais, la lettre d'intention, des clauses de confidentialité, etc. Alors, ce qui est important aussi donc au niveau de la cession des titres, tout à l'heure Hervé vous en a parlé avec l'audit d'acquisition. L'audit d'acquisition permet aussi d'envisager tous les points que l'on aura envie de voir donc dans une GAP, donc dans la garantie d'actifs et de passifs, de façon à permettre donc à l'acquéreur des titres, je veux dire, de se protéger contre des passifs qui auraient été inconnus ou des diminutions d'actifs et qui ne seraient pas en fait de son fait et qui seraient nés antérieurement, bien évidemment, donc à l'achat donc des titres. Je vais finir avec ça, mais il y a encore un autre point que j'aurais pu rajouter, c'est la rédaction éventuellement d'un pacte d'associés. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit qu'on pouvait tout à fait donc acheter soit partiellement, soit totalement donc les titres. Si vous faites une acquisition partielle de titres, vous avez de fortes chances de vous retrouver donc avec d'autres associés et peut-être que ça serait bien d'envisager de rédiger éventuellement un pacte d'associés dans lequel il sera envisagé des clauses de sortie conjointes, des clauses de sortie, enfin bon bref. Donc ça peut faire aussi l'objet, je veux dire, d'une réflexion à savoir là-dessus. Ensuite, il y a des actes aussi qu'on peut rédiger et qui sont communs aussi bien donc à la cession du fonds et également donc à la cession des titres. Je pensais notamment à une clause de non-concurrence. C'est bien aussi de se protéger, que l'acquéreur se protège avec cette clause de non-concurrence de façon à ce que le vendeur n'aille pas se réinstaller 500 mètres plus loin. Si vous n'avez pas une clause de non-concurrence, ça peut être quand même assez délicat et vous pouvez aussi vous mettre dans des choses conflictuelles et qui ne sont pas forcément voulues. Et puis ensuite, il y a un deuxième point sur l'information des salariés. Sur l'information des salariés, que ce soit pour la vente d'un fonds de commerce ou pour la cession de titres, alors j'ai mis donc, quand il s'agit d'une SARL, plus de 50% des parts d'une SARL, ou bien alors quand on est dans une forme de SA, SAS et SCA aussi, je veux dire, et pour des acquisitions de titres qui donnent accès à la majorité du capital donc de ce type de société-là, donc majorité du capital, pas forcément 50%. Donc, il y a quand même des obligations d'information des salariés à respecter. Il y a deux types d'informations donc à respecter au niveau des salariés. Tout d'abord, il y a une information obligatoire générale qui se fait normalement dans les entreprises de moins de 250 salariés et qui est une information triennale. Je ne suis pas convaincue non plus que parmi tous les confrères, on pense à dire à nos clients qu'il faut faire cette information obligatoire et même sans projet de cession. C'est-à-dire que l'entreprise
doit faire cette information-là, que la société soit à vendre ou pas, et on doit envisager, si jamais elle était à vendre, voilà ce qu'on devrait, quel pourrait être le déroulé, et on doit dans ces informations-là informer donc les salariés. Qu'est-ce que c'est qu'une session de reprise d'entreprise, qu'est-ce que c'est, quelles sont les phases, les différentes phases, comment est-ce qu'on évalue, comment est-ce que c'est possible de reprendre, etc. Et ensuite, il y a donc l'obligation qui nous intéresse davantage ici, lorsqu'il y a un projet concret de vente de la PME ou de son fonds de commerce, parce que là, il faut que le chef d'entreprise informe, les salariés qu'il y a ce projet de cession, y compris lorsqu'il y a un projet de cession de fonds de commerce. Alors, dans cette information, le dirigeant donc s'expose à des sanctions, autant dans la première obligation triennale, il n'y a pas de sanctions, enfin moi j'en ai pas vu, j'en ai pas trouvé dans les textes. Par contre, dans cette deuxième phase sur la présentation du projet de vente, donc là c'est un cas concret, je veux dire le chef d'entreprise qui omettrait de faire une présentation de cela, donc je dirais à ses salariés, encourt une sanction qui est maximum, qui peut être, je précise quand même, qui peut être au maximum de 2% du montant du prix de vente, donc du fonds de commerce ou bien alors des titres. Donc il faut faire attention à ça, il faut absolument donc penser à cette partie-là. Voilà, donc j'en ai fini moi avec cette partie et je vais relaisser la parole du coup donc à Hervé qui va présenter, une fois que notre présentation a été faite, tous les avantages, le plus possible, des avantages et des inconvénients entre ces deux modes d'acquisition, cession de fonds ou cession de titres. Voilà, donc on a essayé de faire un tableau des avantages et des inconvénients des deux méthodes. Je dirais sur le périmètre, sur le fonds de commerce, il va falloir que je définisse qu'est-ce que je mets dans la session de mon fonds de commerce. Et là, ça peut être éminemment variable, alors que dans une session de titre, la définition du paramètre est assez simple puisqu'elle est donnée par les comptes sociaux. Pour la préparation de la session, je vais être obligé pour le fonds de commerce de m'y prendre un peu à l'avance. Hein, c'est pas parce que je vais faire une session de fonds de commerce que tout se fait en 2 jours et je vais devoir me livrer à un toilettage limité au compte d'exploitation. Alors que sur le toilettage éventuel qu'il faut faire sur les comptes sociaux, je vais partir beaucoup plus loin puisque notamment il faut que je me pose des questions. Éventuellement, est-ce que j'ai des liens particuliers? Je pense avec des sociétés, ça peut être familial, des choses comme ça. Il peut y avoir des minoritaires. Je peux avoir plus de choses à faire. L'audit d'acquisition devrait être plus rapide dans un fonds de commerce avec un audit limité à l'exploitation, hein, mais avec quand même un gros focus sur la valeur de la clientèle. Et sur la session des titres, par définition, l'audit d'acquisition sera étendu à toute la société. Donc, il va être plus long, plus coûteux. En termes de personnel, il n'y a pas de différence puisque dans les deux cas, je suis obligé de reprendre tout le personnel. En termes d'évaluation, je vais avoir dans la session de fonds de commerce donc effectivement, l'évaluation sera variable selon le périmètre qu'on aura défini, mais on va être très lié aux habitudes du secteur. Dans une session de titre, on aura éventuellement d'autres méthodes disponibles. On aura peut-être une discussion plus riche sur la valeur de ce qui est cédé. On a une session de titre, une session de fonds de commerce, le plus souvent nécessite le recours à un partenaire bancaire pour l'acquéreur. Dans une session de fonds de commerce, a priori, je n'ai à financer que le fonds de commerce et le BFR de reprise. Alors que dans une session de titre, il va falloir éventuellement que je rachète les capitaux propres. Hein, là, bien sûr, on ne peut pas savoir. Bien sûr, on peut éventuellement distribuer des dividendes, des choses comme ça, mais peut-être que ça nécessitera un financement qui sera supérieur et que ça peut bloquer au niveau de la banque. Donc, différence dans le financement qui va donner beaucoup d'importance à la banque, qui va peut-être orienter éventuellement sur une session de fonds de commerce ou une session de titre. La fiscalité, on a vu qu'il n'y a pas dans la session de titre de génération des petites opérations, notamment en fonction des recettes, et on est à peu près équivalent pour les modes de départ à la retraite, sachant quand même qu'il n'y a pas d'abattement si le fonds est détenu par une société IS. Dans une société IS, si je veux faire jouer le départ à la retraite, il faut que je cède les titres de la société.
Dans la mise en œuvre, l'acte de cession de fonds de commerce est éventuellement un peu plus complexe, même si Martine nous expliquait que ça a été simplifié en 2019. Il y a la période de séquestre qui fait que je ne touche pas immédiatement le prix. Dans la cession de titres, l'acte peut être plus simple. Il n'y a pas de séquestre, je peux vendre immédiatement et puis j'ai la possibilité de faire une vente partielle. Alors que dans un fonds de commerce, à moins que j'ai par exemple plusieurs boutiques indépendantes, je peux vendre la boutique de Paris sans vendre celle de Bordeaux. Sinon, un fonds de commerce, c'est lié à une clientèle qui est difficilement divisible. Suivi post-opération, en cession de titre, éventuellement, je vais suivre ma gap. En cession de fonds de commerce, je cède le fonds de commerce, mais il me reste une société. Une société qui a plus d'activité, éventuellement plus de nom. Si elle a plus d'exploitation, elle peut plus déduire la TVA, mais elle a un prix de vente, elle a des capitaux. Après, il faut se poser la question, qu'est-ce que je fais de cette société? Est-ce que je distribue? Est-ce que je réinvestis, etc. Ça peut être une opportunité, ça peut être un coût fiscal supplémentaire. Risque de litige, on l'a dit, il y a une opération civile d'un côté, commerciale de l'autre pour simplifier. Donc, les litiges en cas de cession de fonds de commerce vont porter essentiellement sur la valeur de la clientèle. Et sur les cessions de titres, ça peut être tout élément du bilan dont le cas n'aurait pas été tranché par la GAP qui peut faire l'objet d'un litige. Donc, en synthèse, un peu comment choisir. Si les recettes sont faibles, je vais peut-être plutôt choisir la cession de fonds de commerce pour bénéficier d'exonération maximale. Si je suis une société IS et que le dirigeant part à la retraite, je vais plutôt choisir la cession de titre. Si le périmètre de ma société, il est simple, si j'ai pas de minoritaires, de liens familiaux, conventions réglementées, etc., ce sera peut-être facile de céder les titres. Si les relations autour sont complexes, faut peut-être plutôt que je cède le fonds de commerce et que je règle entre moi, mes minoritaires, etc., ce qui est de l'ordre justement de régler ces minoritaires. Voilà. En termes de financement, comme je vous l'ai dit, faut aller voir la banque. Peut-être que la banque s'opposera à un rachat des capitaux propres et préférera, si le montant est plus faible, que l'acquéreur rachète le fonds de commerce. Là aussi, en ce cas de cession de titre, une cession partielle est peut-être plus facile qu'une cession de fonds de commerce. Le paiement est immédiat dans les cessions de titres. Il y a le séquestre dans les cessions de fonds de commerce. Et puis, faut se demander dans une cession de fonds de commerce quel est le projet du cédant après. Dans les deux cas, il y a des liquidités qui deviennent disponibles, soit dans une société, soit dans la personne de l'actionnaire en cas de cession de titre. Qu'est-ce que j'en fais? Donc, le choix de notre fonction va aussi dépendre de qu'est-ce que le cédant peut faire de ses liquidités. Voilà. Et puis, bien sûr, le choix se fera aussi de la contrepartie. Si je suis cédant, qu'est-ce que veut mon acquéreur? J'ai peut-être pas forcément le choix des acquéreurs. Peut-être qu'ils s'orientaient sur une session de titre. Je voulais faire une session de fonds de commerce. Tout ça, ça se discute et il faudra bien arriver à un accord à la fin sans que l'opération se fasse. Je passe pour conclure la parole à Jacob pour le rôle de l'expert comptable dans toutes ces phases, sachant, Jacob, qu'il est déjà 10h20 et qu'il faut qu'on laisse de la place aux questions. Jacob? Oui, pardon. Oui, donc effectivement, on a pris beaucoup de retard, mais on va essayer d'aller vite. De toute façon, donc les slides qui suivent sont des slides, on va dire, schématiques, mais en même temps relativement détaillés. Je ne donnerai évidemment que des informations rapides. C'est juste pour que vous ayez un document, on va dire, relativement complet. Alors, des recommandations aux cédants. Évidemment, la première chose que le cédant va devoir faire, c'est habiller la mariée, enfin rendre la mariée plus belle, restructurer l'entreprise avant la vente, donc sur les activités commerciales, les ressources humaines, les moyens, l'organisation. On avait déjà vu un petit peu sur la partie diagnostic. Ensuite, il va élaborer un business plan parce qu'il faut le présenter aux investisseurs, aux repreneurs, où il va évidemment mettre en évidence les points forts, mais il peut aussi évoquer les limites, les potentialités. Et commencer effectivement, donc se donner assez de temps, peut-être 1 an, voire 2,
pour avoir le temps d'engager des actions correctrices qui vont porter leurs fruits et qui vont améliorer la situation et augmenter la valeur de l'entreprise. Ensuite, les recommandations aux repreneurs. Donc nous, évidemment, on va avoir un rôle un petit peu différent suivant qu'on est conseil du cédant ou du repreneur. Donc au niveau repreneur, on va devoir apprécier les conditions et faisabilité de l'opération. Je pense que des fois, ça arrive aussi que lors d'un entretien avec le repreneur, on voit, on se rend compte assez facilement que, on va dire, il rêve et malheureusement, il n'a pas les moyens d'assumer ses rêves. Donc, il faut lui donner le temps peut-être de mieux s'organiser. Et le test très, on va dire, assez parlant, c'est qu'il aille voir la banque en expliquant, on lui fait un petit prévisionnel et on voit déjà comment elle réagit s'il n'a pas suffisamment d'apport, évidemment. Ensuite, l'évaluation, on en a parlé. Alors, il ne faut pas non plus se focaliser que sur des formules au moment de l'évaluation, c'est aussi voir qu'est-ce que lui va pouvoir développer dans cette entreprise à reprendre et voir si effectivement il s'en sent, il est prêt à se lancer dans cette aventure. Ensuite, il faut analyser le secteur. Bon, on en a parlé. Les données qualitatives. Il n'y a pas que des données quantitatives, et des fois, en fait, au niveau des ressources humaines, etc., des gens clés, et identifier des situations atypiques de façon à, on va dire, ne pas être surpris par la suite. Ensuite, alors, donc là, on va passer à des schémas, mais qui reprennent un petit peu toutes les étapes. Donc là, la session en 9 étapes. Donc, il y a 3 phases, de toute façon, chez le cédant ou chez le repreneur. Il y a une phase de préparation, ensuite une phase de négociation et une dernière phase de clôture. Donc, ce qui est surligné en jaune étant la première phase de préparation. Non, pas encore. Alors, donc, bon, cette phase de préparation jaune, donc on va prendre connaissance du projet, puis on va voir si effectivement il est viable. On va diffuser l'offre. La deuxième étape étant la négociation et la troisième d'accompagner le cédant dans la partie des actes juridiques dont Martine a parlé, etc. Et à la fin, une fois qu'il a vendu, évidemment, l'accompagner post-cession. La reprise. Donc, il y a déjà de prendre connaissance du projet de reprise et ensuite sélectionner les cibles et réaliser un audit d'acquisition. Et troisième étape, bien, les montages, enfin, les actes juridiques, encore une fois, et d'accompagner le repreneur après. Et là, il peut y avoir du travail parce que c'est un accompagnement de la prise en main de cette nouvelle société. Donc là, maintenant, on va se focaliser sur les slides suivants, s'il te plaît, Hervé. C'est plus l'émission de l'expert comptable. Voilà. En face de chacune de ces étapes, aussi bien pour le cédant que pour le repreneur, nous avons la possibilité, pour chacune des étapes, ça peut être une lettre de mission qui se focalise sur une étape. Une fois que l'étape est avancée et traitée, on peut également aller pas à pas, ce qui peut rassurer, on va dire, le client. Alors, au point de départ, pré-diagnostic et cadrage du projet. Ensuite, l'évaluation. Bon, on en a parlé avec les choix des méthodes d'évaluation et les conditions de cession. La suite, donc l'élaboration d'un dossier de présentation, donc le business plan à la façon du cédant. La participation à la négociation et surtout, alors là pour moi c'est un point clé, rédaction de la lettre d'intention, parce que alors que ce soit si moi lorsque je suis conseil du cédant ou que je sois conseil du repreneur, j'essaye de prendre la main sur la lettre d'intention. Alors, souvent, c'est le repreneur qui fait la lettre d'intention parce qu'il va mettre toutes les conditions, c'est plus sécurisant pour lui. Mais si le repreneur, on est côté cédant et que le repreneur n'a pas
n'exige pas cette rédaction, à ce moment-là, c'est beaucoup plus simple d'accompagner le cédant là-dessus, de façon à mettre le minimum de garantie, d'expliquer en fait simplement les conditions. Et voilà. Alors, ensuite, évidemment, assistance, une fois que l'opération est terminée, eh bien, on va se retrouver avec un client qui aura des questions sur sa fiscalité personnelle et puis peut-être sur la gestion de son patrimoine. Voilà, donc ça pour la partie cédant. Maintenant, il reste donc la partie repreneur. Donc là, c'est on va dire, là où il y a, à mon avis, à mon sens, encore plus de missions à réaliser. Bon, l'étude de faisabilité, ensuite l'évaluation. Donc là, on va souvent plutôt analyser ce que le cédant a proposé comme évaluation. La négociation et formalisation des conditions avec, là, du coup, rédaction de la lettre d'intention, parce que, comme je disais, le repreneur, lui, c'est lui qui va prendre le risque d'acheter une entreprise et il va falloir qu'il définisse des conditions de réalisation de l'opération et donc avec un audit, l'obtention de financement, que toutes les informations qui ont été transmises sont fiables, etc., l'obtention de garanties de passifs et d'actifs. Ensuite, dernier slide, il va donc réaliser l'audit d'acquisition. Il va étudier les aspects comptables, fiscaux, juridiques, sociaux, etc. Une fois que cet audit, on va dire, s'est conclu par de façon positive, satisfaisante, il va valider ou à l'inverse, il va refuser. Et là, donc, on va pouvoir encore l'aider, donc là, du coup, à établir un business plan de reprise. Donc là, qui va être beaucoup plus détaillé et qui va prendre en compte toutes ces décisions de suppression de coûts, de nouvelles organisations, de procédures à mettre en place, etc. Et là, du coup, une fois que tout est prêt, je pense que là, c'est le bon moment pour aller déposer le dossier de financement à la banque et de l'accompagner pour qu'il ait le financement souhaité. Signature des protocoles, généralement, ça va plutôt se faire par des avocats, tout en étant toujours le contact privilégié du client. Nous pourrons, on va dire, communiquer les informations à l'avocat et vérifier que ça colle bien avec le projet. Et puis, une fois qu'il a acheté l'entreprise, donc là, une nouvelle mission, évidemment. Déjà, on va l'avoir comme client pour l'accompagner sur le plan comptable, sur le plan de sa gestion et pour tout simplement donner des conseils en gestion sur le développement de son entreprise. Voilà, donc je pense que on a respecté le temps, sauf qu'il n'y a plus beaucoup de temps pour les questions. Donc, je laisse la parole à Jean-Luc Semamas et j'espère qu'il est là. Oui, nous répondrons évidemment aux questions par la suite. Et effectivement, le sujet était riche et la présentation assez détaillée et nous sommes arrivés au terme de ce webinaire. Donc, vous pourrez avoir copie de cette présentation sur le site de l'Ordre et je veux simplement dire que vous trouverez les informations précises parce que là, effectivement, il ne reste pas beaucoup de temps pour les questions parce qu'il est 10h30 et je sais qu'il y a des engagements des uns et des autres. Donc, simplement vous dire que n'hésitez pas à revenir vers nous. Vous pouvez nous contacter, bien sûr, au niveau du Conseil de l'Ordre, du comité de transmission et que nous sommes intéressés par vos remarques. Je tiens à remercier mes confrères et consoeurs du travail qu'ils ont préparé et produit dans cette heure et demie. Ce n'était pas évident parce que le sujet est riche. Et puis, vous savez comment sont certains confrères et consoeurs. Ils sont très généreux et ils veulent donner encore plus. Et bon, moi, on peut circonscrire le sujet avec 3-4 slides, mais on a voulu donner beaucoup plus d'informations. Et donc, je remercie vraiment Martine, Hervé et Jacob de leur présentation de ce matin. À tous, je souhaite une très bonne journée. Et peut-être qu'on se verra au congrès de l'Ordre qui est la semaine prochaine. J'espère que vous serez très nombreux à y participer. Il y aura des
ateliers nombreux et on va peut-être échanger autour d'un verre pour ceux que nous rencontrerons lors de ce congrès. Merci, à très bientôt, passez une très bonne fin de journée et protégez-vous. Il paraît qu'il y a une vague qui arrive bientôt, de 8e vague, j'ai cru comprendre. Donc, je ne sais pas par où elle va passer. On n'a pas le tracé, le chemin et les étages où ça va arriver. Donc, protégez-vous et à très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.